Alors bonjour à tous, première présentation d'articles scientifiques liés à la science noétique dans le cadre du centre PSI. PSI veut dire psychique. Le centre PSI, que ce soit le centre thérapeutique ou le pôle plutôt scientifique, l'idée derrière la conception de ce centre, c'était vraiment d'apporter des résultats scientifiques sur les états modifiés de conscience, sur ce qu'on appelle généralement comme tronc commun scientifique la science noétique. Donc je vais vous proposer différentes capsules vidéo qui présenteront des articles scientifiques avec des résultats expérimentaux sur ce qu'on appelle les phénomènes psychiques. Donc pour donner une définition et un cadre général, les phénomènes psychiques sont les phénomènes de capacité, de potentiel humain au-delà de nos principes habituels, de la croyance que la conscience n'est uniquement localisée dans le cerveau. Si on étend le champ d'investigation à un paradigme ou une manière de théoriser la conscience un peu plus ouverte, on peut peut-être constater qu'il y a des phénomènes qu'on ne comprend pas directement, qui peuvent être des phénomènes de guérison tels que le secret, c'est souvent utilisé au CHUV. En Suisse, le secret, c'est ce qui soulage certaines brûlures à distance. Les médecins font appel à des personnes aussi dans le secret, paradoxalement, et pour soulager certaines brûlures et des choses comme ça. Et il n'y a pas de compréhension claire intellectuelle autour de ça. L'idée du centre PSI, c'est de vous apporter des éclairages intellectuels, des hypothèses de recherche sur ces phénomènes-là. Pourquoi ça existe, qu'est-ce que ça représente et quel est le potentiel de santé derrière ces phénomènes. Comment on peut utiliser ça dans la prévention, mais aussi dans le cadre plus médical, si on comprend les choses de manière un peu plus intellectuelle. Donc le centre PSC vise vraiment à ça. L'idée, à long terme, ce sera aussi de permettre aux personnes qui travaillent avec ces outils-là d'être mieux comprises, d'être mieux reconnues, et surtout qu'on ne mette pas toujours ça de côté ou qu'on ne regarde pas ça avec un regard un peu de peur. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Est-ce que c'est de la magie? Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi ça existe? C'est un peu un mythe, il y a un peu un mythe autour de ces phénomènes-là. Et pourtant, la science pourrait le comprendre si on devient rigoureux et si on reste scientifique. Ce qui veut dire un scientifique à l'ouverture d'esprit. Le scientifique essaie de chercher, au-delà du cercle de connaissances, à pousser au plus loin la connaissance. On sait qu'il y a eu une scission aussi au niveau historique, il y a eu la montée des Lumières qui a contrebalancé les croyances religieuses, et ça a pris une telle ampleur qu'on est devenu très sceptique par rapport à certains concepts, qui peut nous ramener à une forme de religiosité, mais en fait, c'est de loin pas des croyances, c'est vraiment des fois des faits, comme dans le cas du secret, et l'idée ce serait de comprendre un peu plus ça. Donc voilà pour l'introduction. Vous avez une idée générale de ce que représente le centre PSI, des objectifs derrière les potentielles recherches qui pourront être mises en place dans un futur plus ou moins lointain ou proche. Donc là, on va se focaliser sur un phénomène qui s'appelle le paradoxe Einstein-Polowski-Rosen. Je vais vous expliquer ce que c'est dans les détails. Et il y a un deuxième mot qui est très important, c'est ce qui s'appelle le potentiel transféré. C'est les deux mots que vous devez retenir. Paradoxe Einstein-Polowski-Rosen et potentiel transféré. Donc il faut savoir il y avait deux courants au niveau des physiciens dans les années 1930. Il y avait d'un côté Albert Einstein, la relativité générale, et les concepts liés à cette relativité générale, comme la vitesse de la lumière, la relativité espace-temps. Et d'un autre côté, il y avait les physiciens quantiques. Il y avait Niels Bohr et toute la panoplie de collègues Heisenberg qui étudiaient la physique quantique. Et il y avait de grands clashs à l'époque au niveau théorique, parce que Albert Einstein, pour que l'information se soit transmise en fait d'une particule à l'autre, ça pouvait se faire, mais uniquement à hauteur de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière était une limite, et cette limite était quelque part la clé de voûte, le verrou de ces équations. En contrepartie, les physiciens quantiques proposaient une autre vision du monde liée à ce qu'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde. Et ils parlaient de ce qui était des aberrations à l'époque, mais en fait c'était des génies parce qu'on a remarqué plus tard, en 1982, qu'une expérience particulière a confirmé les théories des physiciens quantiques et qu'Albert Einstein, dans ce cadre-là, avait tort.
Le paradoxe Einstein-Polsky-Rosen, c'est un paradoxe que Albert Einstein mettait en avant, qui expliquait que si des particules interagissent spontanément à distance après avoir été en contact, donc là on parle de photons, il fallait tout remodeler la physique. Et du coup, il fallait admettre qu'il existe une aberration, donc un contact non local. Le paradoxe Einstein-Polsky-Rosen, c'est le contact non local. En 1982, une étude en physique quantique, qui s'appelle l'étude de la double fente, je vous mettrai en lien toutes les études scientifiques autour de mon exposé actuel ici. Donc la double fente, c'est une expérience qui a remarqué que si deux photons partent de la même source et sont projetés entre deux fentes, on ne peut pas, on est censé ne pas déterminer l'état dans lequel ils vont se présenter sur l'écran en face. Et en fait, on a remarqué que cet état pouvait être prédit au préalable avant que ces photons arrivent de l'autre côté. Donc, potentiellement, il y a un lien entre les particules et aussi dans l'information, la circulation d'informations entre ces particules. Et ce lien-là, il est au-delà de l'espace et du temps. Ça, c'est un principe hyper important. C'est pour ça que l'espace ne joue pas de rôle dans la synchronisation entre deux photons si ces deux photons ont interagi au préalable. Ils ont reproduit ensuite cette expérience de nombreuses reprises, notamment à des distances très 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 éloignées. Et ils ont remarqué que le spin quantique se renverse, si vous voulez, une rotation du spin quantique inversée entre les deux photons qui ont interagi au préalable. Donc là, on parle de physique quantique. Physique quantique, c'est les photons, c'est microscopique, c'est des échelles très 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 basses. Et là, je vais vous amener dans des hypothèses, dont notamment certains résultats scientifiques sur ce phénomène d'intrication quantique, mais au niveau cérébral, entre deux cerveaux à distance. Une expérience en 1994 a prouvé, il y a des débuts de preuves avec des corrélations hautement significatives, d'un contact non local entre deux cerveaux à distance. Comment ça s'est développé? Qu'est-ce que les chercheurs ont mis en place pour étudier ça? Ils ont mis en place un protocole de méditation, et ils ont remarqué que dans l'état méditatif, si une personne entre dans l'état méditatif, il y a ce qui s'appelle une cohérence interhémisphérique et une cohérence à large échelle qui se crée dans le cerveau, donc intra-individuel, dans le cerveau d'une seule personne. Cet état de cohérence, c'est quelque part le prérequis du contact non local. Le cerveau, c'est très actif. Vous êtes un être mental, vous réfléchissez, vous avez un millier de pensées par seconde, etc., etc. Donc ça va très très vite au niveau conscient et inconscient. Et du coup, il y a tout un tas d'influx électromagnétiques dans votre cerveau. Et c'est important de trier ces informations pour comprendre si il existe un contact non local ou non entre deux personnes. Je vais vous expliquer comment ça a été fait dans cette étude scientifique dans le cadre de l'explication des résultats. Donc l'hypothèse et la méthodologie, l'hypothèse c'est qu'il existe potentiellement dans le cerveau une structure quantique de traitement d'informations qui ne va pas complètement prendre la place de la structure plus classique, donc linéaire, donc chimique. On sait que s'il y a une influence au niveau des neuromédiateurs, des neurotransmetteurs dans le cerveau, c'est la base de la neuroscience et cette influence-là va influencer votre état cérébral. Ça, on est au courant, les scientifiques connaissent ça. Par contre, ces anomalies, dont celles que je vais vous exposer aujourd'hui, remettent quelque part en question le fait qu'il n'y a que cette structure linéaire. Donc, il n'y a pas que des processeurs, des manières de processer l'information de manière linéaire dans le cerveau. Potentiellement, il y a une manière quantique, une méthode quantique de processer l'information. Et ça se fait principalement au niveau de ce qu'on appelle la fente synaptique. Et cette fente synaptique pourrait être sujette au tunneling quantique. Donc au fait que des influences quantiques puissent avoir un impact sur vos pensées et sur la manière dont le cerveau réagit. Donc dans cette expérience, la méthodologie, elle était simple, c'est de mettre deux personnes en contact dans un état méditatif
Souvent, c'est des vrais jumeaux. Là, il s'agissait de personnes lambda, donc normales. Et l'idée, c'était de les mettre dans cet état méditatif durant 20 minutes. Ensuite, on séparait les deux personnes dans des cages de Faraday. Les cages de Faraday, c'est des chambres qui isolent de toute influence électromagnétique, ce qui annule les biais perceptifs. Donc, ce n'est pas un contact entre les deux personnes qui permettrait de donner du crédit à cette influence à distance entre deux cerveaux. Donc, une des personnes recevait des flashs lumineux, une centaine de flashs lumineux, toutes les 2 à 3 secondes, dans la condition expérimentale. Dans la condition neutre, il n'y avait pas de flash lumineux qui était envoyé. Ils ont remarqué que quand les flashs lumineux étaient envoyés chez une personne et que l'autre était dans une autre cage de Faraday à distance, potentiellement il existait un contact, une réponse cérébrale dans la personne qui était à distance et qui était complètement isolée de manière sensorielle de l'autre personne. La seule condition expérimentale, c'était de maintenir l'état méditatif à distance entre les deux personnes en pensée, dans le ressenti. Et ils ont remarqué que lorsque vous envoyez des flashs lumineux dans le champ visuel d'une personne, il y a une réponse dans le cerveau au niveau du lobe occipital. Et du coup, ils ont analysé 2 électrodes, l'électrode O1 et O2, sauf erreur. Et au niveau de ces 2 électrodes, ils ont analysé ce que s'appelle un potentiel évoqué. Event Related Potentials en anglais. C'est très connu comme méthodologie expérimentale. Ça se fait depuis les années, sauf en 1990 ou quelques, peut-être même avant. C'est une des premières méthodologies en fait en électroencéphalographie dans le cadre des neurosciences. Donc c'est très connu, c'est utilisé dans la recherche scientifique depuis longtemps. Donc ils ont remarqué qu'il y avait ces potentiels évoqués lorsqu'on envoyait des flashs lumineux dans le champ visuel d'une personne. Par contre, ils ont remarqué aussi qu'il y avait des potentiels transférés. Ce qui veut dire que l'autre personne, qui n'était pas du tout en contact physique avec la personne, qui était dans une cage de Faraday, isolée électromagnétiquement, avait une réponse au niveau du lobe occipital lorsque ces flashs lumineux étaient envoyés. Les corrélations significatives entre 0.7 et 0.9, avec un seuil de significativité donc positif, p-value moins de 0,01 sauf erreur, donc très significative, lors des 190 premières microsecondes. Ce qui veut dire que lorsque les flashs lumineux sont envoyés, c'est à ce moment-là qu'il y a la réponse chez l'individu qui est situé dans la cage de Faraday. Donc les résultats sont positifs, les corrélations sont significatives dans cette étude-là. Ils appellent ça de la cohérence de phase. Je vais aller un peu plus loin dans une autre vidéo où je vous expliquerai le projet NAMSCA, qui est le projet que j'ai élaboré en 2020, voilà, pour prouver et aller un peu plus loin dans les preuves et la reproductibilité de cette première expérience de potentiel transféré. Mais ça, ce sera une autre vidéo parce que c'est un sujet complexe et ça implique une méthodologie expérimentale un peu plus poussée, des analyses de données différentes. Mais dans ce cadre-là, ils ont trouvé des débuts de preuves de ce contact non local durant les premières 190 microsecondes. Et au niveau des potentiels biais, parce qu'il y a toujours des biais statistiques, des biais. Lorsqu'on fait de la recherche, une réponse n'est jamais complètement figée dans une vérité. On va toujours essayer de la pondérer quelque part. Donc, un des arguments favorables au fait que ce soit significatif et non biaisé comme résultat, c'est le fait qu'ils ont utilisé un filtre, un low band filter. C'est en fait un filtre qui va filtrer les fréquences basses. Il faut savoir que votre cerveau, c'est comme un brouillard où il y a plein de fréquences qui sont là en même temps. Et il faut les analyser. Généralement, lorsqu'il y a des flashs lumineux, le cerveau s'active, mais au niveau des fréquences plus hautes. Donc gamma, etc. Là, le fait de mettre un low band filter, c'est vraiment pour couper court à toutes les fréquences qui viennent polluer ces ERP, donc ces potentiels évoqués et transférés. Donc ils ont mis ce filtre, ce qui est
qu'il y a un fort poids ou une forte confirmation que ces résultats sont fiables. Donc voilà, je vais vous montrer ces résultats, vous les aurez en images maintenant. Vous aurez accès aussi à l'article scientifique que je vais mettre en lien. D'où on part pour continuer nos investigations scientifiques par rapport à cet article-là. Donc cet article suggère qu'il y a une composante quantique à notre cerveau et à notre conscience. Où est-ce que ça nous mène? Qu'est-ce que ça signifie? Et comment peut-on réenvisager la conscience de manière plus générale de par cette donnée-là? Le fait de penser la conscience comme un processeur quantique, ça remet en question en fait le fait qu'on soit un système complètement isolé sur nous-mêmes. Donc le fait que la conscience soit simplement ce qu'on appelle un épiphénomène, donc un phénomène émergent. Ce qui signifie que potentiellement la conscience est plus que ça. Donc potentiellement les capacités psychiques peuvent être légitimes et compréhensibles grâce à cette manière d'appréhender les phénomènes conscients. Donc le secret, ces choses-là, est-ce que c'est simplement des aberrations, un effet placebo, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre, à un autre niveau? Et le niveau quantique est aujourd'hui de plus en plus légitime au niveau des systèmes macroscopiques, biologiques macroscopiques. Il y a notamment des études qui ont été menées par Vedral, sauf erreur, le chercheur, sur la biologie quantique, qui étudie les fourmilières, qui étudie les bancs de poissons, les vols d'oiseaux, et qui remarque qu'il y a un potentiel de contact quantique entre les champs électromagnétiques ou le cerveau de ces mammifères, en fait, ou de ces insectes. Et que l'information peut circuler au niveau quantique. Ce que prouve c'est des débuts de preuve de cet article sur les potentiels transférés et le paradoxe Einstein-Polowski-Rosen, ça remet en question qu'on est simplement un système isolé. Peut-être on est tous en contact les uns avec les autres à un niveau plus subtil, un niveau quantique. Et il y a une grande intrigue derrière ces principes-là qui remettent quelque part un peu en question la rupture entre le côté religieux, les miracles, l'aura, les saints et toutes ces choses-là, et le côté plus scientifique. Cette rupture-là, elle était nécessaire parce que l'Église était dans une situation où c'était devenu une secte et qu'il y avait des abus de pouvoir et des abus on avait des croyances rigides et on allait oppresser des personnalités, des scientifiques comme Galilée et tout ça, qui prônaient l'héliocentrisme et des choses comme ça. Donc c'était une étape majeure de l'évolution. Par contre, aujourd'hui, potentiellement, on est en train de tomber dans l'opposé. On est en train de tomber dans une forme de sectarisme scientiste. Et ça pose aussi question parce que cette ouverture d'esprit, qui est une ouverture d'esprit scientifique, n'est pas tolérée, n'est pas financée et n'est pas appuyée par les milieux académiques. Pour la simple et bonne raison que c'est en train de devenir un peu comme une secte. Le paradigme, c'est que la conscience est uniquement le produit du cerveau. Et du coup, ça amène à plein de courants comme le transhumanisme, la robotique. Tout ça, c'est des choses qui doivent être questionnées et aussi quelque part remises un peu en question et dans la justesse des propos, tout en mettant en avant aussi ce qu'on appelle des anomalies qui remettent en question la science normale, telles que cet article-là que je vous présente aujourd'hui, et aussi les autres articles, les autres hypothèses que je vais vous proposer au fur et à mesure du temps dans ces capsules vidéo. Donc voilà, merci pour votre écoute. Le Centre PSI vise à étudier les phénomènes psychiques. Vous aurez de plus en plus de compréhension intellectuelle, scientifique et aussi expérientielle de ces phénomènes-là. Belle journée à tous.